Inspirer. Ce verbe-là veut littéralement dire « souffler par l'intérieur ». Quand on prend une grande bouffée d'air, est-ce que c'est nous qui aspirons la vie ou est-ce que c'est plutôt la vie qui s'insinue en nous par elle-même? Et comment font les artistes pour trouver cette fameuse inspiration? Est-ce qu'elle flotte dans l'air qu'on respire? Si oui, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on recrache comme air, parce que ce qu'on met dans l'atmosphère va affecter directement les autres autour de nous. Mais c'est peut-être ça finalement, une personne inspirante. C'est quelqu'un qui insuffle du beau dans le monde. Et on en a besoin de ces personnes-là pour nous inspirer quand on aspire à quelque chose. Et ensuite, quand on met tout en place pour atteindre nos aspirations, on devient à notre tour une grande source d'inspiration. Ainsi va la vie et son cycle de partage infini. Et ce qui est pratique, c'est que l'inspiration n'a pas de date d'expiration. Mais je veux surtout pas vous faire hyperventiler, alors je m'arrête ici et je vous invite à vous laisser souffler par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Je suis un Longueuillois de base, donc grandi dans le Longueuil, étudié à Sherbrooke en technique de bioécologie, donc vraiment dans la faune, dans la forêt. Il y a de la forêt à Longueuil, faut pas s'y méprendre malgré tout. Justement, tu sais, j'avais la chance de pouvoir m'enfuir de chez nous, d'aller jouer dehors. Oui, il peut y avoir de l'herbe à puce, là, puis des affaires, mais c'est pas grave, on est jeunes, on est fous, puis il faut s'amuser. Mes parents avaient une terre dans la Naudière, donc on avait une vraie terre à bois. Fait que c'est comme plus là que j'ai pris la piqûre du plein air, d'être tout le temps en forêt, d'être dehors. Et je voulais partir quelque part, puis je suis parti vers cette île. Je suis en amour avec la place. Ça va faire plus d'11 ans que je suis ici. Donc 11 ans d'escalade, de plein air, de terrain de jeu à pu finir, la mer, la terre. On peut pas demander mieux. Je m'appelle Jean-Pierre Larrivé. Je suis grimpeur plein-aireux. Plein-aireux, j'aime bien dire plein-aireux. C'est un mot qu'on aurait rajouté au dictionnaire. Je m'auto-classifie de gear addict. Bon, c'est anglophone évidemment, en français addictif au matériel. Donc, j'ai beaucoup de matériel en escalade. J'ai mes piolets de roche de moyenne sortie générale, mes piolets de grande sortie, même chose dans les crampons, je les compte plus. Ça a l'avantage par contre, c'est que quand il y a du monde qu'on veut initier, j'ouvre mon garde-robe, j'ai aussi toutes sortes de grandeurs de bottes. Ça va en lien avec le club de plein air évidemment aussi dans cette optique-là, d'être capable finalement d'équiper des gens, de prêter du matériel pour qu'ils viennent faire essayer l'escalade de glace, étant donné que ça prend du matériel technique qui est quand même assez dispendieux. Le club de plein air de la Côte-Nord, c'est une gang de motivés. C'est principalement des grimpeurs. Ça fait des années qu'on est une petite communauté, qu'on travaille à sécuriser la roche, rendre les sites accessibles. Ce club-là, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on a comme but de partager, offrir finalement des activités guidées en escalade, en randonnée, peut-être d'autres sports. Aujourd'hui, on est en mode escalade de glace. Je tiens à le préciser, c'est pas de l'alpinisme. Oui, il y a de l'avalanche, oui, il y a des chutes de glace, mais on est capable de mieux gérer ces risques-là quand même qu'en alpinisme. On n'est pas exposé aux éléments comme sur une grosse montagne. Donc, au Québec, on a vraiment un magnifique terrain de jeu pour l'escalade de glace, à Côte-Nord en particulier. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est justement à sa rivière Sainte-Marguerite, on a du monde qui vient de partout ailleurs. C'est sûr, si tu recherches de la haute montagne, de l'alpinisme, là, oui, tu restes sur ta faim parce qu'on n'a pas des 3000 mètres, des 6000 mètres ou des montagnes. On a des buts. Si un jour on a à tomber, il faudrait comme dédramatiser ça pendant qu'on tombe pour nos partenaires. Fait qu'il faudrait qu'on leur annonce, tu sais, voulez-vous des crêpes? Tu sais, voulez-vous des crêpes? Là, tu tombes, puis tu fais la crêpe. Ses dernières paroles furent, qui veut des crêpes? L'hiver, c'est sûr que l'escalade de glace s'occupe presque tout mon temps. Sinon, là, après ça, quand il arrive les saisons estivales, outre la déprime estivale, là, en attendant les prochaines glaces, on va partir en camping, randonnée camping, parce que ça, on a un terrain de jeu infini pour partir quelque part en forêt puis revenir à un moment donné.
Puis sinon, un petit peu de vélo sur le bord de la route, bien simple. Je veux inspirer les gens, je veux qu'on protège ce milieu-là, je veux que les gens se l'approprient. Parce que si les gens s'approprient la forêt au sens où ils l'utilisent, puis ils en profitent, puis ils respectent cette forêt-là par des activités justement qui sont respectueuses de l'environnement, c'est ça qui va créer une belle communauté, puis c'est ça qui fait qu'on l'utilise, ce terrain-là. Il y a assurément ce que Biz, notre chanteur de l'Écolocasse, et écrivain aussi, etc. Ce que Biz nous disait, c'est le vertige, ce n'est pas la peur de tomber, c'est la peur d'aimer la chute. L'inspire, moi je pense que c'est le bol d'air frais qu'on a sur la Côte-Nord, les étendues vastes, de l'air à l'infini, du territoire à l'infini. Donc on est inspiré par le territoire et on inspire ce territoire-là en respirant finalement. Moi je pense que ça serait ça. Depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment tout le temps été quand même une petite fille de type casse-cou, tomboy. J'étais tout le temps là, vouloir être dans l'action. J'étais pas en train de jouer avec des petites poupées ou quoi que ce soit. J'ai vraiment été diagnostiquée à l'âge de 2 ans de l'asthme chronique. J'ai fait ma première crise d'asthme un 24 décembre que ma mère me racontait. J'étais vraiment tout petite, j'avais 2 ans. Jusqu'à mes 17-18 ans, là, fréquemment, là, j'allais me faire hospitaliser durant une nuit. Puis j'avais vraiment full d'admiration là, au début pour les inhalothérapeutes. Fait que c'est pour ça qu'en grandissant, j'ai quand même toujours eu de l'intérêt pour les métiers dans les hôpitaux. J'ai déjà pensé être inhalothérapeute, mais au final, j'ai réalisé que ça me tentait vraiment pas d'être enfermée là, dans les 4 murs d'un hôpital puis toujours être dans le même milieu de travail. Moi, je voulais être encore plus dans l'action, que ce soit dans le fossé en train de sortir quelqu'un là, d'un auto, que ce soit vraiment de rentrer dans les maisons des gens, dans leur milieu de vie. On rentre vraiment dans leur vie privée, là. Fait que c'est un petit peu ça, l'action. Je voulais vraiment être dans l'action. Je m'appelle Félix Delude, j'ai 24 ans, puis je suis technicienne ambulancière paramédic. J'exerce maintenant mon métier depuis déjà 2 ans en Gaspésie. J'ai fait 1 an aussi au Bas-Saint-Laurent. Je suis vraiment contente d'être en région parce que c'est un métier que je trouve qui se pratique autant bien dans les grandes villes que dans les régions éloignées. Selon moi, la baie des Chaleurs, c'est vraiment le plus beau coin de la Gaspésie, fait que c'est pour ça que je suis ici. Puis ma famille aussi vient d'ici. Il y a toujours, dans le fond, à chaque début de corps de travail, c'est l'inspection. On peut regarder tout au niveau des gyrophares, des sirènes, si tout fonctionne. On va regarder si notre moniteur défibrillateur fonctionne, si toutes nos trousses sont à jour avec les pansements, les médicaments et tout ça. Fait que ça débute quand même comme ça, puis avec aussi une bonne gorgée de café. Il y a plusieurs codes radio pour chaque situation. Centrale pour l'équipe sur T464, vous répondez pour une priorité 1 pour un 06 Charlie 2, 06 Charlie 02. Fait que là, nous, après ça, il faut être alerte à l'adresse qu'elle va mentionner. On prend les coordonnées, on prend notre heure de mise en route. Puis après ça, on embarque dans le véhicule puis on se dirige vers l'appel. On peut savoir comment que le chiffre commence, mais on ne saura jamais comment il termine. Encore moins avec mon karma. Je suis quand même réputée pour avoir un karma assez extrême. Des fois, il y a même de mes collègues qui sont comme « Oh non, je travaille pas avec toi aujourd'hui. » Parce que ça peut quand même souvent vraiment brasser. J'ai tendance à attirer quand même les appels ou parfois le malheur aussi. Des fois, je me retrouve dans des situations qu'il y a des paramédics de 15-20 ans de carrière qu'eux, ils n'ont jamais eu à faire avec ce que moi, j'ai à faire en même pas 3 ans. Une anecdote vraiment rocambolesque qui m'est déjà arrivée. Dans le fond, nous, on a ici un territoire avec 3 véhicules ambulanciers, c'est une par village. Mais bien évidemment, pendant toute la journée, il n'y avait que mon ambulance avec moi et mon coéquipier qui ont fait des appels toute la journée. Fait que les autres ambulances, eux, n'avaient rien fait. Mais bon, on leur en veut pas parce que c'est toujours l'ambulance la plus proche qui répond. Fait que cette journée-là, c'était toujours mon ambulance qui était là. Puis dans le fond, à notre 4e appel, on essaie de trouver le numéro d'appartement. C'est pas toujours trop clair des fois. Fait que là, je finis par voir le patient qui nous attendait là, dans son domicile, faire des signes, venez, c'est ici, tout ça. Fait que moi, je débarque, je pars avec mon moniteur, ça pèse environ là, une 40aine de livres. Je pars avec ça tout de suite pour aller au chevet du patient le plus rapidement. Puis, je perds pied, mais pas à peu près. Je revole par en arrière, je fais l'étoile dans le stationnement pendant que le patient me fait des signes comme ça. Je me dépêche à me relever. Et là, il me dit « T'es-tu correct? » ça? Je dis « Oui, j'arrive, monsieur. » Et je fais 2 pas de plus et je me plante. Fait qu'on s'entend que dans cette situation-là, on dirait clairement que c'était la paramédic moi-même qui avait besoin d'aide et non le patient. Fait
Fait que j'ai fini par me rendre puis dire bon, monsieur, je t'en fais rendu, tout ça, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Puis le patient m'a tout simplement accueilli en me disant ben là, premièrement, toi, t'es-tu correct? Heureusement, je me suis pas blessée gravement, mais j'ai réussi là, à aller chercher le patient quand même, tout s'est bien passé. C'est sûr qu'en étant une femme dans ce domaine-là, souvent par les patients, on se le fait dire. On se fait souvent faire des remarques comme hey, t'es pas petite pour faire ça, ou mon Dieu, t'es sûre que tu es capable de me lever, ou échappe-moi pas, là. Souvent, quand on a des escaliers à descendre et tout, là, ça, c'est fréquent. En même temps, si je suis là sur les lieux de l'appel, c'est parce que je suis capable. On a des tests physiques à faire. Il y a de plus en plus de femmes là, qui font le métier. Par exemple, dans ma technique, on était autant de femmes que d'hommes. Sans peur pour les équipes 64 64 1084 1089 avec le véhicule 1482 1482. On peut vraiment être amené à côtoyer les gens dans les plus beaux moments de leur vie. Je prends comme exemple un accouchement. Ça peut quand même vraiment être un moment marquant puis magique dans la vie d'un ambulancier, si tout se passe bien, bien évidemment. Parfois, on peut transporter des gens vers une maison de soins palliatifs, puis c'est vraiment leur dernier moment dans leur maison, par exemple. Des fois, c'est un petit couple là, qui sont 60 ans ensemble, mariés, puis là, ils doivent comme ça dire un dernier bye-bye dans leur maison. Des fois, les gens veulent même prendre le temps là, d'apprécier les derniers moments qui sont dans leur salon. Fait que des fois, il faut prendre le temps, puis nous, on regarde ces personnes-là, puis on sait très bien que c'est comme un au revoir qu'ils se disent à leur maison, puis à leur mari ou conjointe. On est quand même privilégiés, veut pas, là, d'assister toutes les gens dans leur phase différentes phases de leur vie, en fait, là. Ouais. Sur ma pierre tombale, je pense qu'on pourrait écrire enfin, je peux dormir. On a toute la vie pour en profiter et on a toute la mort pour se reposer. J'aime quand même ça, essayer de rien manquer dans ma vie. Ma mère, elle me dit tout le temps, Félix, tu veux trop être partout en même temps. Dans mon métier, qu'est-ce qui m'inspire? Il y a tellement de choses, puis c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est vraiment aider les autres, puis de faire vraiment une différence dans la vie des gens, dans des moments quand même importants, malgré le fait que c'est pas tous nos appels qui sont les plus urgents ou que les gens sont entre la vie puis la mort, mais on est là pour les aider, peu importe la façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie qui t'inspire? Oh boy, ma blonde. Ouais? Ouais. Pourquoi elle t'inspire? Parce que c'est un exemple à suivre, je te dirais. Là. Ça a des bonnes habitudes de vie. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Est-ce que tu penses que tu les inspires? Je sais pas. Mais peut-être mon petit frère, parce qu'il me copie des fois, là, mais... Ouais. Sinon, mes autres sont plus grands que moi, donc c'est sûr que je pense que c'est eux qui m'inspirent plus que d'autres choses, là, mais sinon, c'est ça. Pourquoi les gens vous inspirent? Parce que je les trouve formidables, je trouve qu'ils ont bon cœur. Moi, j'ai un petit-fils, là. Voudriez-vous que je vous lise quelque chose qu'il a laissé quand son grand-père est décédé? Ça va me prendre 2 minutes. Je vais toujours me rappeler de l'homme qui a alimenté le feu de mon humeur jusqu'à mes 16 ans. Le héros de ma jeunesse, celui que je n'oublierai jamais. Les petits jeunes, là, je les trouve formidables. Ça, c'est mon petit-fils, mais les autres, je trouve les jeunes qui sont bons. J'ai un de mes oncles qui me laisse promener, on est dans un petit village de Gaspésie. Il me laisse promener, puis lui, il faisait de la diapositive. Mon oncle Robert Boyard. Moi, je capotais voir la couleur. Je rêvais de faire des projections de photos sur les murs. Quand j'avais à peu près 10-15 ans, j'avais pas le moyen d'acheter des appareils photo, mais j'ai tout le temps resté avec ça. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à faire des photos. Au début, beaucoup avec du Polaroid. Mais je suis tombé avec des petits argentiques après, puis je me suis amusé là-dedans. Dans les années 70-75, j'ai commencé à trouver des vieilles appareils photo. Puis j'ai commencé à y ramasser 1, 2, 3. La commission des alcools, il y avait des boîtes, puis il y avait beaucoup de séparations de carton. Là, je mettais tout ça là-dedans. J'en avais des boîtes, 3-4 boîtes. Là, j'ai dit un jour, faudrait bien que, si les mettre dans les boîtes, les sortir, puis les regarder, il faudrait que je les exposerais. À partir de là, je les exposais dans des armoires, puis c'est moi, au moins, là, je pouvais les voir. Je m'appelle Donald Poirier. Je suis un collectionneur d'appareils photo et j'en ai aux environs 1405 à peu près. Je suis ici à cette île depuis 2008.
Quand j'étais à Fermont, une drôle d'affaire, des fois, le monde savait que je collectionnais. J'arrivais de travailler, puis il y avait un sac de photos à terre dans l'entrée. Tu sais quoi, ça? C'était des caméras. Je savais pas qui ça venait. Des fois, je rencontrais la personne un mois ou deux après. Puis, t'as-tu trouvé ton sac de photos? Ah, c'était toi, genre de même. Moi, je travaillais sur la mine. J'étais chanceux. J'ai travaillé 30 ans sur la même équipe, l'équipe 1. Je me suis amusé pendant 30 ans. J'adorais faire ce métier-là. J'ai fait beaucoup de photos d'aurore boréale. Ça, j'aimais ça, les photos de nuit, là. On avait un petit groupe à Fermont. J'avais fait un Quincy. C'est là qu'on allait photographier nos aurores boréales. On rentrait là-dedans, puis ça, on avait des chandelles allumées, puis on avait une grande toile en avant pour fermer ça. Jusqu'à 11 heures du soir, on s'appelait un à l'autre. T'sais. Puis là, on partait avec nos sacs à dos, puis on allait faire nos photos d'aurore boréale. J'avais toujours rêvé d'avoir un salon comme ça. C'est toutes des caméras qui fonctionnent. Des caméras, en majorité, à 99% qui fonctionnent. Les obturateurs, les vitesses, tout fonctionne à merveille. Toutes les photos que j'ai prises de ma vie, là, je les ai toutes. C'est moi qui est le photographe de la famille. Toutes les fois qu'il y a une rencontre, c'est Donald, amène ton appareil photo. J'ai un site internet Flickr qu'on met des photos. Puis je mets une photo de caméra toutes les semaines. Ils sont photographiés, sont identifiés sur Excel, sont toutes rentrées dans des cahiers, sont toutes numérotées. Chaque caméra a un numéro. On a une, la 652. C'est une Bonese StarMeter. Je sais où ce qu'elle est. Elle est marquée tablette blanche. Je m'envoie ici. 652. Même le flash est numéroté qui va avec. Mon ami Mario, il n'avait pas loin de 4000, mais il a vendu une coupe. J'arrivais chez eux, il y avait un tiroir, il a rouvert ça. Il dit, je te donne tout ça. Des caméras de 1913, 1908, dans le boîte original. Tu vois que le mécanisme fonctionne à merveille. Quand tu dis, là, tu mets un film dedans, puis tu pourrais prendre des photos. Ça, j'ai trouvé ça dans une vente de garage ici, à cette île. Elle date de 1941. Elle était vraiment pas cette couleur-là. Elle était dans une boîte de carton, c'était vraiment noir. Ça a pris 5h30, tout a été démonté. Tout a été nettoyé puis remonté après. C'est vraiment une belle caméra. Petite caméra transformeur, c'est du film 110. Tout se ferme, tout se transforme. Ça, c'est une caméra de la compagnie Rebit qui faisait des casse-têtes. Il y a un petit trou ici. Puis tu pouvais aller mettre ton film en arrière ici, film 35 mm. Tout en carton mince. J'en ai une ici qui a un Kodak qui vient du Canada. Puis en plus, c'est un appareil autographique. Il y a un petit stylex ici. Tu pouvais prendre des notes sur ta photo, marquer l'année où elle a été prise, cette affaire-là. Un coup, tu avais fini, t'exposais à la lumière un petit peu, puis tu t'en allais à l'autre photo. Ça, c'est une boîte détective. J'ai même encore la boîte originale, ça date de 1800 quelque chose. C'était pour prendre des photos en cachette, parce que le monde ne savait pas ça. Tu traînais une boîte en dessous du bois, puis tu déclenches ta caméra avec ça. Des caméras en canne. Cette caméra-là vaut pas cher, elle vaut à peu près 4-5 $, même pas. Mais quand elle est dans la canne, avec la canne, elle vaut 30 $. Mais si je rouvre la canne, elle n'a plus de valeur, c'est ça. Petite caméra en canne. Ah, c'est des caméras qui chantent. Il y a un message à chaque personnage. Ça, c'est lui. En 1930, ça faisait 50 ans que Kodak existait. Puis là, ils ont donné des caméras à tous les enfants qui en voulaient. 757 000 appareils photo qui ont donné des enfants de 12 ans. Il fallait que les enfants aient 12 ans en 1930. Oui, mes appareils photo, c'est comme M. Pinault. M. Pinault, il me disait, moi, c'est mes pelules. Avec ça, là, je suis bien avec ces appareils-là. Moi, j'ai toujours dit, je le dis à mes enfants, quand tu commences quelque chose, fais-le bien, fais-le comme il faut. Tant qu'à faire tout croche, fais-en pas, là. Moi, là, je suis à la retraite depuis 2008. J'en profite, je suis assez bien. Il n'y a pas un gars heureux comme moi, je pense. Moi, j'ai vraiment une belle retraite. J'ai mes caméras, puis j'ai mon garage l'été. Puis je joue au crib avec mon épouse l'été. Elle vient me trouver dans le garage, puis on joue au crib.